Il est à peine 8 heures du matin quand les premiers rayons du soleil inondent l'étang de Bigouille, l'une des 7 réserves naturelles de Corse. Tout paraît calme, mais pourtant sous la surface sévit un crabe bleu qui détruit tout sur son passage et mange les autres espèces. Michel prépare ses filets. Il y a à peine 3 mois, ils étaient 7 pêcheurs professionnels en activité sur cet étang. Aujourd'hui, il est tout seul. Les 6 qu'il y avait ont arrêté par rapport au crabe bleu, ça valait plus le coup. C'est un désastre, hein. C'est même plus plaisant d'aller à la pêche. Ça devient lourd. On vient, on sait qu'il ne va rien avoir dans les verveux, donc on vient pour rien, quoi. Quand nous l'avions rencontré cet été, il remontait dans ses filets des crabes bleus par centaines, et les poissons qu'il pêchait d'habitude ne résistaient pas longtemps non plus sous les pinces de ce nouveau locataire de l'étang. Grâce à ces fameuses pinces, le crabe bleu nage 15 km par jour, ce qui favorise son développement, d'autant que les femelles peuvent pondre jusqu'à 2 millions d'œufs chaque année. Pour aider les pêcheurs, l'Office de l'environnement de la Corse a investi 22 000 € dans des filets plus résistants que les crabes ont vite détruits. Ça, c'est une réparation, c'était un trou de crabe. L'anguille, dès qu'il y a un trou, elle se faufile et c'est fini. Le manque à gagner en anguille a été énorme, énorme. Sur un verveux qui prenait 100 kg d'anguille, si vous en prenez 10-15 kg, c'est bien. Alors comment s'en débarrasser ? Le déploiement d'une filière économique n'est pas envisageable pour le moment, car le marché européen est déjà inondé par le crabe bleu venu de Tunisie, d'Espagne ou d'Italie, accessible à très bas prix. C'est rageant parce que ça reste toujours la Méditerranée. Je ne vois pas pourquoi en Espagne, ils le vendent si bien et nous, on n'arrive pas à en sortir quelque chose. Bon, je veux bien que ça soit la Corse, que le marché soit restreint et tout, mais on a essayé de l'exporter, tout ça. On nous a dit, il y en a trop, on ne les prend pas. Commencez par enlever les pinces. Autre solution envisagée, le manger. C'est le pari qu'a fait le chef cuisinier Alessandro Capone, installé en Corse depuis plusieurs années. Aucun doute pour lui, le crabe bleu est un produit d'exception. C'est une chair qui est vachement savoureuse, mais légèrement sucrée. Donc voilà, moi je l'agrémente de pas mal d'épices. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont su que je fais ce genre de mets et qui viennent exprès ou qui m'appellent, on veut goûter le crabe bleu, on veut goûter le crabe bleu. Donc quelque part, ça a suscité une certaine curiosité chez les gens. Ils ont envie de goûter, quoi. Bah, c'est bien. On fait une pierre de coups, les gens se régalent et en même temps, ça nous permet de faire quelque chose pour l'écosystème, même en sachant qu'ils sont tellement nombreux et la femelle pond tellement d'œufs que c'est difficile de contrer, on va dire, juste en cuisinant. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue, ça va être une espèce endémique pour moi. Il espère que d'autres cuisiniers suivront la même démarche pour faire de cette ressource locale un plat typique de l'île. Car s'il est très présent ces dernières années, le crabe bleu venu d'Amérique du Nord est apparu en Corse pour la première fois dans les années 90. Le réchauffement des températures favorise sa prolifération et on ne lui connaît aucun prédateur à ce jour. Marie Garrido travaille à l'Office de l'environnement de la Corse. Elle étudie les populations de crabes bleus depuis des années. 1,8. Oui. Seule solution pour s'en débarrasser selon elle, mieux connaître l'espèce pour pouvoir cibler des zones ou des périodes de pêche plus efficaces. Ces mesures nous permettent de mettre en place des conseils ou d'inciter à mettre en place certaines activités de pêche à certaines périodes. Par exemple, on sait qu'il faudra pêcher le crabe de manière intensive, c'est-à-dire sur plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines, au printemps, et plus particulièrement les mâles. Ensuite, on préconise une pêche plutôt en période fin estivale automnale, et là, on ciblera plutôt des femelles elles-mêmes grainées, donc avec des œufs. Et par contre, la localisation ne sera plus la même au niveau de l'habitat lagunaire. Ces femelles, elles vont chercher à aller vers des salinités plus importantes et à sortir en mer. Comme le crabe bleu, une autre espèce invasive envahit les côtes de l'île. C'est elle, une petite plante grasse que l'on appelle familièrement la griffe de sorcière. À Ajaccio, les agents du parc naturel des Sanguinaires viennent contrôler l'expansion de leur nouvel ennemi numéro 1. Il y a quelques mois, ils ont organisé une grande campagne d'arrachage,
mais la plante est vite revenue. On a là contre les rochers qui sont presque à taille de pouvoir être enlevés. On va attendre qu'elles grandissent un peu. Alors pour mieux comprendre la plante, ils étudient sa vitesse de repousse. On nous a préconisé de paracher. Paracher pour voir à quelle vitesse la griffe de sorcière arrive à reconquérir le milieu et aussi à quelle vitesse les autres plantes bénéficient de l'action qu'on a faite de leur libérer la place. Originaire d'Afrique du Sud, la griffe est introduite par l'homme parce qu'elle plaît. Elle est jolie et permet de fixer les sols et donc de lutter contre l'érosion. Mais très vite, elle s'échappe des jardins et envahit les espèces locales. Aujourd'hui, elle fait partie des 100 plantes qui menacent le plus la biodiversité. Sur la presqu'île de la Parade et sur la pointe de la Parade, à peu près une quinzaine de plantes sont dites patrimoniales, c'est-à-dire des espèces qui sont soit menacées, soit des espèces rares. Et la prolifération des griffes de sorcières pose des problèmes sur ces espèces. Quelle solution pour s'en débarrasser? La seule qui ait fait ses preuves à ce jour, c'est l'arrachage continu, une tâche aussi physique que coûteuse, mais nécessaire pour sauver le littoral de l'île. Le travail quotidien des agents, c'est typiquement, je retrouve une nouvelle zone, un début d'expansion, je vais retirer la griffe de sorcière. Si je suis loin, s'il y a beaucoup, je vais la poser sur des rochers pour que la plante sèche et ne puisse pas ni repartir ni se reproduire. Parce qu'en plus d'étouffer les autres espèces, la griffe de sorcière libère des molécules chimiques qui modifient les propriétés du sol. Une substance sur laquelle les chimistes de l'Université de Corse sont en train de se pencher et qui aurait un atout de taille pour l'agriculture. On examine la phytotoxicité des molécules contenues dans ces espèces envahissantes vis-à-vis donc de graines de semences particulières. Alors nous on a 2 modèles, poireaux et radis. On a mis une solution qui contient donc les actifs de la plante envahissante. On a trouvé des molécules qui à certaines concentrations avaient tendance à booster la croissance des graines. Et pourquoi pas les utiliser comme de futurs biostimulants innovants. Des biostimulants qui pourront remplacer à terme des engrais ou des insecticides polluants. Grâce à cette valorisation des plantes envahissantes, les chercheurs favorisent l'économie circulaire en puisant dans cette ressource plus que disponible. Aujourd'hui, les espèces envahissantes sont considérées comme l'une des principales menaces pour la biodiversité. Leur nombre a augmenté de plus de 75% au cours de ces 35 dernières années en Europe. Et les territoires insulaires sont les plus touchés. Elle aussi pose problème sur l'île. La Tapinoma magnum n'a pas que le nom de barbare, cette fourmi s'attaque à tout. Elle dévore les plantations, entre dans les maisons, et là encore ne connaît aucun prédateur. Myriam en fait les frais, elle passe plusieurs heures par jour, tous les jours, à essayer de les faire fuir. Alors évidemment, elles sont rentrées par là, elles ont longé, venant de là, sont venues là. Elles arrivaient par les angles, elles longeaient les poutres. Tout le long, j'ai dû traiter, ça fait des marques de couleurs. Je deviens un peu obsédée parce que dès que je vois quelque chose, je suis en alerte parce qu'une cuisine, on y mange, je ne veux pas être envahie. Puis il faut traiter, alors je ne veux pas non plus trop traiter. C'est pas bon, tous ces produits. Je ne sais vraiment pas comment on va faire. On est en train de refaire les petits murets, on a refait la dalle là, pour essayer de limiter leur propagation, puis ils se nichent sous les dalles, dans la terre, dans les troncs d'arbres, c'est infernal, c'est infernal. Cette fourmi, implantée en Corse depuis au moins 40 ans, est une espèce très agressive. Dès qu'elle va sentir des vibrations, qu'il va y avoir des menaces, elle va sentir une menace sur ses fourmilières, elle va tout de suite se mettre en comportement d'attaque. Elle va également être très compétitive avec les autres espèces locales et elle va avoir tendance à faire régresser donc ces autres fourmis locales. C'est une espèce que j'ai pu voir au Maroc qui est favorisée donc par les climats secs et chauds. Donc avec le réchauffement climatique, on a une tendance à une modification du climat de l'île vers ces tendances. La solution pour les éradiquer se trouve peut-être à nouveau au laboratoire de chimie de l'Université de Corse, ou plutôt dans son jardin, où David et Stéphane, chercheurs, viennent prélever leurs cobayes. Elles sortent par milliers. Les fourmis vivantes sont placées dans ces bocaux préalablement enduits d'insecticides, mais pas n'importe lequel. Retour au laboratoire. On voit déjà que ça a très bien marché. Elles sont toutes mortes. Cet insecticide est fabriqué à base d'huiles essentielles de plantes du maquis.
Une recette tenue encore secrète mais vertueuse pour l'environnement. Ici encore, les chimistes ont souhaité utiliser la ressource locale à bon escient. Ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire un insecticide qui puisse être sélectif à cette espèce-là, à cette fourmi, qui soit biologique, qui ne s'accumule pas dans l'environnement et qui ne pollue pas la terre. Autre piste de réflexion pour les chercheurs, essayer de comprendre et de brouiller les phéromones des fourmis. C'est le développement en fait, d'un leurre chimique qui est un mélange synthétique qui mimerait en fait, la phéromone naturelle de la fourmi. Notre objectif, c'est en fait de brouiller cette communication chimique. Donc d'une part, de la détourner de sa source de nourriture qui serait les vergers en fait, hein, en travaillant sur les phéromones d'alarme et de piste, ou bien en confusant les mâles et en travaillant sur des phéromones sexuels. Pour récupérer les phéromones de la fourmi, rien de plus simple. Il suffit d'en introduire dans un solvant, puis à l'aide de cet appareil, un chromatographe, capter les molécules volatiles que l'animal rejette. L'idée, c'est d'avoir donc un profil chromatographique des phéromones volatiles de la fourmi. Et on aura donc une série de pics sur lesquels on pourra mettre un nom et y mettre une quantité. À partir du moment où on connaîtra le mélange, on pourra prendre individuellement chacune des molécules, faire des tests comportementaux et savoir si c'est plutôt des molécules qui alertent, des phéromones d'agrégation. Donc on peut imaginer tout un tas de comportements divers en fonction de la nature de la molécule. Des trouvailles qui pourraient mettre un terme à l'utilisation de produits dangereux pour l'environnement. Leur commercialisation est prévue dans quelques années. Au niveau national, un plan d'action est mis en place jusqu'en 2030 pour lutter contre la propagation de ces espèces exotiques envahissantes. En Corse, les acteurs du terrain sont nombreux à se mobiliser pour préserver leur île qu'ils aiment tant. Souvent accompagnés des pouvoirs publics, ils œuvrent pour un meilleur lendemain.